d'entraînement tire à sa fin. Le fleuve incarné par la saison régulière est à nos portes. On savait que ce serait très excitant pour les partisans du Canadien. On ne pouvait pas prévoir que ça le serait autant. La sortie sur blessure de Sacha Barkov chez les Panthers de la Floride change toute la donne dans l'association Est. Le pivot principal des Panthers a été opéré et ne jouera pas un seul match en 25-26. Barkov n'a rien à voir avec le style flamboyant de Connor McDavid ou encore de Kirill Kaprizov qui vient d'accepter 17 millions par saison de la part du Wild du Minnesota en entente de 8 ans. Le plus lucratif contrat jamais consenti dans l'histoire du hockey à Kirill Kaprizov. Imaginez. Et on dit que Demidov est le Kaprizov du Canadien. Ça va être beau tout à l'heure. Donc, Barkov n'a rien de McDavid ou de Kaprizov ou encore même de Kucherov. Mais en revanche, son coffre d'outils est plein à rebord et la batterie ne s'éteint jamais dans ses multiples instruments. Il faut discuter avec Paul Maurice et les coéquipiers de Barkov pour mieux comprendre l'importance de ce dernier au sein des doubles champions de la Coupe Stanley. Avec Matthew Tkachuk qui ne jouera pas avant au moins décembre, les Panthers semblent désormais vulnérables, autant qu'une équipe de la Floride puisse être vulnérable dans l'économie de la Ligue nationale de 25-26. Il faut également rappeler qu'ils ont disputé les 3 dernières finales de la Coupe Stanley. Ça finit par te tomber en acide lactique dans les jambes. Ils sont usés à la corde. Le calendrier 25-26 sera des plus ardus qui plus est, en raison notamment de la pause olympique en Italie. Bref, tout est en place pour une saison à oublier en Floride. Considérant ce que l'on sait désormais, sans extrapoler sur le caractère de battant de Barry Zito, qui est le directeur général des Panthers, et qui va assurément refuser de plier la prochaine saison dans la boîte. Zito, dont on vante d'ailleurs trop souvent le génie en élaguant de cruciaux détails. Il ne se bat pas à armes égales avec des taxes et impôts faméliques. Son climat est fabuleux, son centre d'entraînement révolutionnaire et sa pression médiatique désolamment absente. Donc, indépendamment de ce que fera Zito en Floride et considérant les faits à ce jour, comment ne pas croire que tout est jouable dans l'Est cette saison? Vous me voyez venir? Pourquoi, dans une saison davantage sous le signe de la parité, alors que les gros canons semblent tous dans l'association de l'Ouest, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer le Canadien ou encore, pourquoi pas, les Sénateurs se faufiler contre toute attente et atteindre, qui sait, la finale de la Coupe Stanley? On dirait un scénario à la Cendrillon. Combien de fois on a parlé d'équipe Cendrillon? Je le précise à ce moment-ci parce que j'ai pas l'impression d'être dans une entreprise de vendre nécessairement du rêve et de le financer en plus, bien au contraire. Mais le Canadien a atteint les séries le printemps dernier à la surprise générale. Ces jeunes loups ont 1 an de plus au compteur et la douloureuse élimination rapide contre les Caps a fait école puisqu'elle n'a semé la dépression dans le groupe à aucun moment. Les Leafs ne sont certainement pas meilleurs sans Mitch Marner. Le Lightning semble sorti de la fenêtre d'opportunité, bien qu'ils croient fermement être les élus du prochain printemps désormais. Les Sénateurs continuent leur progression et ont le droit de rêver au moins autant que le Canadien. Les Bruins semblent en spirale vers les bas-fonds. Les Sabres, ben, ce sont les Sabres. Et on peut quasiment dire la même chose des Red Wings, bien qu'ils peuvent aussi croire atteindre les prochaines séries. Dans la section métropolitaine, il y a une vaste majorité d'observateurs qui voient les Devils fin seuls au sommet, ce qui devrait suffire à nous convaincre que ce n'est pas une grande cuvée en 25-26 dans cette division. Ils sont bons, les Devils. Ils vont être encore meilleurs. Sont-ils à ce point rendus à être champions de la métropolitaine sans conteste dans leur plan? Je ne suis pas certain que Martin Brodeur sera d'accord avec une affirmation comme celle-là. Si on prend pour acquis qu'aucune surprise ne proviendra de Pittsburgh, de Philadelphie ou encore de Long Island, que les Caps vont être encore dans le portrait, mais probablement sans plus, que les Rangers et les Blue Jackets peuvent espérer, mais pas autant que d'autres, ça laisse New Jersey et la Caroline en lutte pour atteindre le carré d'as. Mon point ici est le suivant. Devant l'absence des évidences, pourquoi ne pas croire raisonnablement aux chances du Canadien de se faufiler? Qui sait si un départ à point
et une constance sur 82 matchs, en plus d'une acquisition importante pour pivoter le centre du deuxième trio, ne vont pas faire du CH le club Cendrillon du printemps 2026. Les mauvaises nouvelles et l'usure en Floride sont des indicateurs qui ne peuvent faire autrement que stimuler Jeff Gorton et Kent Hughes à redoubler d'ardeur afin de combler la grande lacune de leur alignement et permettre à ce groupe uni de réussir ce qui semblait impossible avant que la terre tremble en Floride. En 2021, personne ne croyait à Marc Bergevin, qui clamait espérer que son club non seulement entre en série, mais y fasse du dommage. Cette déclaration-là a fait époque. Elle a été tenue ici en entrevue exclusive sur le plateau de JC à l'époque. Et la triste pandémie a empêché notre mémoire collective d'être imprégnée à tout jamais de souvenirs impérissables. On a donc retenu Bonne Saint-Jean puis une bouchée de pizza de Philippe Danault et on a tendance à diminuer bêtement le fait d'armes qui demeure. Le Canadien a éliminé Toronto, Winnipeg et Vegas pour atteindre la finale de la Coupe Stanley. La conjoncture 25-26 permet d'espérer le refaire avec cette fois une ville qui brûlera de tous ses feux pour ses favoris.